Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 20 septembre 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter le 23e numéro d'Entre nous soit-il, avec un invité prestigieux, le professeur Christian Cabrol. Professeur, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir à cette télévision. Nous sommes dans une période très intéressante à beaucoup d'égards, puisque la médecine, que vous avez illustré brillamment au point d'être le plus célèbre médecin français depuis longtemps déjà, même s'il y a beaucoup de médecins qui ont beaucoup de valeur, la médecine est actuellement à la fois au sommet de son art et en crise, chose qui n'est pas aussi contradictoire qu'on pourrait le penser, et d'autre part, vous vous êtes mêlé à la vie citoyenne, comme on dit maintenant, en étant député européen, en participant également à la gestion de la ville de Paris, et de bon nombre d'associations prestigieuses, et actuellement en président l'Institut du Cœur, qui est un bâtiment, si je puis dire, plus une institution, qui pendant longtemps a été votre rêve, c'est-à-dire un endroit où on puisse réunir l'ensemble des disciplines relatives au traitement du cœur. Voilà donc un programme chargé pour notre émission. Et tout d'abord, j'aimerais vous demander quel est votre sentiment à travers l'histoire maintenant, car quand, je me souviens que vous m'aviez dit, il y a quelque temps de cela, que quand vous avez commencé à étudier la médecine était pratiquement compassionnelle. On n'avait pas beaucoup de moyens, alors qu'aujourd'hui, nous faisons la greffe du cœur, la greffe d'autres organes, et nous vivons, chose extraordinaire aussi, un formidable essor démographique qui n'avait pas connu d'équivalent depuis le néolithique. L'explosion du néolithique, qui a été extraordinaire et qui a coïncidé d'ailleurs avec la fin de la glaciation, a connu effectivement une explosion de la population du globe, mais maintenant nous arrivons à 6 milliards d'hommes et de femmes, et la médecine n'y est pas pour rien. Donc, comment voyez-vous maintenant, avec ce recul d'un demi-siècle, d'un peu plus d'un demi-siècle, même cette évolution de la médecine? Est-ce qu'elle est devenue trop technicienne? Est-ce qu'elle a perdu ce qu'elle pouvait avoir de sentimental, souvent, à cette époque? Ou bien est-ce que nous avons finalement à nous réjouir et à nous réjouir seulement? Bien, j'ai eu la chance d'être le petit-fils d'un médecin de campagne qui s'est installé dans mon village en 1900. Donc, bien sûr, moi je suis né 25 ans plus tard, mais il m'a raconté beaucoup de choses. Effectivement, ça m'a permis non seulement d'avoir l'expérience personnelle, mais également l'expérience de mon grand-père. Et c'est vrai que ça a complètement changé. Mon grand-père allait comme ça en visite chez les gens, et c'était surtout des bonnes paroles, quelques médicaments. Et je me souviens d'ailleurs un jour, c'était un jeudi, il avait une auto. Alors pour moi c'était formidable quand il m'a mis en visite. Et donc on était dans une ferme et je restais toujours à l'extérieur, je jouais avec les enfants de la ferme. Quand il se met à pleuvoir, alors la fermière nous fait rentrer, nous donne un bol de café au lait et la consultation se passait dans la pièce unique. Et il y avait un vieux monsieur dans le fond qui était dans son lit et le grand-père à la fin, après l'examiner, lui dit ah bah, Père Alfred, vous faudrait une opération. Alors le vieux a regardé et a dit ça va coûter combien? Mon grand-père lui donne un chiffre, je ne me souviens plus. Oh, je vaux point ça. Avec cet argent-là, les enfants, ils font une grange. Donc, vous voyez, une évolution prodigieuse. D'abord, qu'on appelait le médecin que dans les cas graves. Et ensuite, il était payant. D'ailleurs, le grand-père laissait parfois chez les pauvres, sous l'ordonnance, comme on me disait, l'argent pour payer les quelques médicaments. Et c'est vrai, il n'y avait pas grand-chose. Moi, quand j'ai commencé ma médecine, bon, il y avait quand même des choses. On savait qu'il y avait des hormones, on savait qu'il y avait les sulfamides, par exemple. Enfin, c'était quand même pas beaucoup. Et dans certaines disciplines, comme la cardiologie, c'était uniquement, je veux dire, de la botanique. C'est-à-dire que les cardiologues faisaient le diagnostic. Ils étaient très contents de voir si c'était vrai sur la table d'autopsie. Malheureusement, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Et c'est vrai qu'on a connu un développement considérable qui, je pense, est lié essentiellement quand même à la guerre. Je veux dire que les guerres, c'est dramatique, mais pour la médecine, ça oblige à faire un effort considérable. Et très curieusement, d'ailleurs, les Allemands n'ont pas compris. L'occupation allemande a été un étouffoir pour la médecine française. Et c'est quand les Américains sont arrivés, qu'ils nous ont apporté la pénicilline, qu'ils ont vulgarisé les transplantations.
les transfusions sanguines qu'on connaissait et qui nous ont appris l'anesthésie vraie, la réanimation, etc. Donc tout ça a été un développement considérable associé à une grande liberté d'action de la part des médecins et à une totale confiance de la part des gens qui venaient se confier à nous. Donc c'était un espace de liberté formidable qui a permis justement le développement de toutes les techniques modernes. Alors qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit d'abord une formidable technocratie qui s'est emparée de la... Je parle de l'hôpital, bien sûr, parce que j'y ai vécu toujours, enfin ça se répercute également en pratique privée, une formidable bureaucratie qui fait qu'on a presque l'impression d'avoir un contrôleur derrière chaque médecin, et avec une multiplication, bien entendu, des règles, des règlements, des tas de choses comme ça, d'un côté. Deuxièmement, une certaine méfiance quand même de la population. Bravo, la population sait maintenant ce que c'est que la médecine, c'est plus l'ignorance d'autrefois, elle vient nous voir en disant je crois que j'ai telle maladie, j'ai lu qu'il y a ça et ça et ça, et ça c'est formidable, parce que déjà ça nous libère, et il y a des gens qui sont pas très astucieux, très instruits, qui ont très bien compris, et qui vont, comme on dit maintenant, participer évidemment aux soins. Mais d'un autre côté, ça leur permet une grande exigence sur le résultat du traitement. Car maintenant, on ne nous donne plus de soigner comme avant, mais on nous demande de guérir. Moi, je me souviens, quand j'étais interne, l'hôpital, c'était l'hôpital des pauvres. J'ai vu l'installation de la sécurité sociale, donc les gens qui avaient de l'argent se faisaient soigner en clinique ou faisaient venir le médecin chez eux, mais les pauvres venaient à l'hôpital et ils étaient heureux de ce qu'on leur faisait sans demander évidemment l'impossible. Maintenant, il faut que ça se passe bien, et alors, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien, si on n'a pas le réflexe de s'adresser directement aux malades ou à la famille pour expliquer notre impossibilité, parfois notre impuissance qui reste dans certains domaines, ça on passe tout de suite évidemment devant la justice. Au contentieux. Ah oui, tout de suite. Une société contentieuse. Alors est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la médecine peut tout? Ou est-ce qu'elle a encore, elle a évidemment des limites qui sont bien connues. La mort n'a pas été effacée par la médecine, même si elle a été fortement reculée. Mais est-ce que vous pensez que les progrès extraordinaires, phénoménaux, que la médecine a connus pendant le dernier demi-siècle sont aujourd'hui des progrès qui sont en quelque sorte pour solde de tout compte, j'allais dire, ou est-ce que nous sommes face à une période qui va nous voir progresser à nouveau et faire des pas de géant encore? Quel est votre sentiment? Le sentiment, c'est que, je dirais presque plus qu'avant, on est frustré en raison de notre impuissance dans beaucoup de cas. Autrefois, bon, c'était presque la norme de dire je ne peux pas faire grand-chose, et de temps en temps, dire il y a ça, il y a telle et telle chose, tel médicament, telle opération, un peu miraculeuse. Bon, maintenant on a l'impression au contraire que nous aussi, on finit par y croire comme tout le monde, quand on est malade aussi, on finit par croire qu'on peut nous tirer d'affaire de tout. Et malheureusement, comme nous avons une impuissance, un échec, ben ça, on le ressent très durement, oui, énormément. Non, je me souviens de M. Jean Bernard, je disais, monsieur, si vous recommenciez, qu'est-ce que vous ferez? Je ferais la neurologie et les maladies mentales. La neurologie, déjà, il y a encore énormément de maladies qu'on ne peut pas guérir, et les maladies mentales. On n'est plus à diaboliser les fous, comme on disait autrefois, mais ça reste quand même un domaine mystérieux, quand même, la maladie mentale. Et là, on ne dit plus tellement il est fou, on dit un aliéné, ou je ne sais pas quoi, je parle même dans le public, mais il y a un côté un peu mystique là-dedans, un peu curieux. Et tant qu'on n'aura pas des moyens... Moi, je suis persuadé qu'un jour, on s'apercevra qu'il manque telle molécule dans tel endroit, et puis ce sera terminé. Et on aura fait... C'est la fin de ces dépressions, de toutes les maladies. C'est ce que semble d'ailleurs indiquer un certain nombre de découvertes récentes, notamment en génétique,
Et même souvent, tout simplement en pharmacologie. Il arrive qu'on trouve que certains traitements arrivent à guérir des maladies dont vous ne soupçonnez même pas qu'elles pouvaient avoir cette origine. C'est ça aussi qui est important, c'est de par l'émergence de choses qu'on ne soupçonnait pas. Est-ce que cette émergence est due au fait qu'il y a maintenant, en médecine comme partout, une mondialisation? S'il y a un cas de virus Ebola dans un coin, bien entendu, tout le monde le sait, mais peut-être aussi parce que je ne sais pas pourquoi, certains progrès font que... c'est un peu comme les microbes, ça. Les microbes, quand on a réussi à les détruire, on ne les a pas tous détruits parce qu'il y en a qui résistent, comme nous. Le sida ne tuera pas tout le monde, il y a des gens qui seront réfractaires au sida. Si le sida n'était pas combattu, tous les gens capables d'avoir le sida mourraient et il resterait une population qui serait totalement indépendante du sida. Et c'est donc comme ça, je pense que en détruisant certaines maladies, on favorise l'émergence d'autres. Alors ça, je parle des maladies mentales en particulier, parce que je crois que c'est un grand obstacle, mais même dans le domaine que j'ai bien connu, la cardiologie, on s'aperçoit qu'il y a encore énormément de choses à faire. Par exemple, tous les jours, pas tous les jours, enfin, presque tous les mois, on découvre une nouvelle variété de troubles du rythme cardiaque. Autrefois, on disait, bon, c'est l'arythmie, très bien. Après, on a eu les Poulans avec le pacemaker, qui a perdu ça, puis d'autres. Mais après, on a vu des tas de troubles du rythme, tous ces morts subites. On voit, c'est médiatisé quand il s'agit d'un footballeur, mais combien ne parlons pas de gens qui, en montant l'escalier, font une mort subite? Pourquoi? Parce qu'il y a cette mécanique cardiaque, cette électricité, disons le mot, comme ça, qui brusquement a une panne, et on meurt. Donc ça aussi, c'est un problème. Et est-ce que vous avez l'impression, maintenant que vous avez un peu de recul dans le fonctionnement de l'Institut du Cœur, que l'idée qui a donné naissance à cet institut, à savoir regrouper l'ensemble des disciplines, vous a permis de progresser dans une meilleure connaissance des mécanismes du cœur et de son traitement? Oui, alors quand on a... C'est-à-dire, moi, je suis un enfant de la guerre, si j'ose dire aussi, et tous les enfants de la guerre se veulent un héros. Alors il y a le général, bien sûr, le général, comme disait Monod, c'est la cathédrale gothique, on ne peut pas penser. Moi c'était Leclerc, et j'ai commencé dans un service de chirurgie générale, avec des moyens monumentaires. Alors je me dis, c'est Leclerc au Cameroun, avec sa pire... Il a pris Koufra. Alors Koufra, ça a été notre première greffe cardiaque européenne, ça a été formidable. Puis après, on m'a donné un service. Ça a été notre deuxième bébé, ça a été extraordinaire, avec des gens avec moi, c'était pas Massu, mais c'était Gangebach, c'était des gens qui sont toujours des gens formidables, et Pavie et tout ça. Et donc, je me suis... Alors, on occupait un peu des endroits dans l'hôpital, le directeur disait, je sais que moi, vous avez encore besoin d'une salle alors, au bout de l'hôpital. Alors bon, d'abord, il fallait s'agrandir, puis ensuite, j'ai compris que finalement, la médecine, la cardiologie ne devait plus être cloisonnée, et que médecins cardiologues et chirurgiens ne devaient pas être séparés, d'autant plus qu'il y a des gens qui font l'intermédiaire avec leur sonde, ils font ce que font les chirurgiens. Donc, on a fondé cette association Adicar, dont je suis président, je ne suis pas le président d'Adicar, de l'Institut, mais d'Adicar. Adicar s'est débrouillé pour faire un institut, c'est-à-dire un endroit où nous aurions tous les gens qui soignent les maladies cardiaques, mais non seulement les soignants, mais également des chercheurs et également des enseignants. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire l'Institut du Cœur. Bon, il y a eu différentes choses, et finalement, ça a été entre les mains de l'assistance publique qui n'a fait que la partie soins. Donc, Adicar reste dans l'Institut pour s'occuper de l'enseignement et de tâches de laboratoire de recherche. Eh bien, oui. Alors là, on s'aperçoit effectivement que c'est une toute petite... c'est un peu comme une mondialisation dans la cardiologie, c'est-à-dire qu'autrefois, les gens étaient dans leur état, en France, etc. Puis maintenant, on s'aperçoit que c'est comme ça. C'est pareil pour la cardiologie. On ne peut plus considérer qu'on peut soigner en cloisonnement une maladie cardiaque. Elle n'est pas médicale, chirurgicale, etc. Elle est un ensemble. Et le fait que dans l'Institut du Cœur, les gens se côtoient. Ce qu'on a voulu faire, pas de services séparés. Vous avez un étage, bon, très bien, mais il y a un petit secteur chirurgical, etc. Et les gens se voient. Et tous les médecins habitent au dernier étage et ils se côtoient. Et là encore, on n'a pas mis le côté des médecins, ni le côté des chirurgiens, mais ils sont à côté de nous. Et cette communion
de pensée, d'idées est essentiel, et je crois que c'est un phénomène général en médecine, je pense, où il faut vraiment beaucoup de plus contact cantonner. entre les équipes. Voilà. Alors que nos téléspectateurs ne s'inquiètent pas, ils ont entendu le son d'une ambulance. C'est simplement la production de cette émission qui a voulu faire une illustration en l'honneur du professeur Caron. Voilà. Donc revenons à la médecine. Espérons que le malade qui transportait cette ambulance sera bien soigné, il le sera sûrement. Nous sommes quand même actuellement devant une crise de l'hôpital. En France en tout cas. On ne peut pas nier que l'hôpital ait des difficultés, et en même temps, nous sommes face à des prouesses absolument extraordinaires que réalisent les médecins tous les jours. Comment vivez-vous cette crise, et quelle est selon vous la raison de cette crise? Est-ce que c'est une raison administrative? Est-ce que c'est le gigantisme de certains services hospitaliers ou de certains hôpitaux? Est-ce que c'est la technocratisation que vous dénonciez tout à l'heure? Quelle est la raison de cette crise? La raison de cette crise, c'est d'abord une énorme augmentation de la demande. Comme je vous disais autrefois, l'hôpital, prenons l'hôpital, ne recevait que les pauvres, et ils étaient nombreux, c'est vrai, mais enfin, c'était proportionné à la possibilité de l'hôpital, et encore à la possibilité. Quand je vois les gens qui se plaignent maintenant, et quand je vois dans quelles conditions nous travaillons, c'est incomparable. Si vous voulez, maintenant, nos jeunes médecins, ils s'imaginent que tout leur est dû et que finalement, c'est jamais assez beau pour eux. Première chose, énorme demande. Deuxième chose, pourquoi cette demande aussi? Parce que la médecine offre des possibilités de soins, c'est sûr, et puis surtout, elle est gratuite. Et elle n'est pas seulement gratuite pour nous, elle est gratuite pour le monde entier. Et ça, je ne peux quand même pas l'admettre. Qu'un type arrive chez nous, en clandestin, et qu'il rentre à l'hôpital, et qu'il ne doit rien, c'est beau, c'est généreux, c'est chrétien, c'est magnifique, je suis catholique, d'accord, mais ça coule notre système, ça, c'est pas possible, on ne peut plus continuer comme ça, les responsabilités totales, c'est pas possible. Donc, ça, c'est la chose. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, assez mauvaise organisation de l'hôpital. Je précise, l'urgence, les fameux internistes, urgentistes. Bon, l'urgence, c'est fabuleux. Comme je vous disais, on frappe à la porte, on arrive, on vous donne pas rien du tout, on vous soigne. Vous pouvez avoir des choses énormes, formidables, extraordinaires, c'est vrai. Bon, donc tout le monde se précipite. Et même les gens se précipitent, pas urgent. Ils disent, tiens, je n'ai pas eu le temps d'aller à la consultation, alors je rentre, et puis voilà, de toute façon on soignera. C'est vrai. Enfin qu'ils sont là, d'ailleurs, ils protestent en disant, comment ça se fait qu'on attend, trop de monde, etc. Deuxièmement, nos amis urgentistes, ils ont eu une grosse tête. Ils se sont imaginés, puisqu'on arrivait chez eux, que c'était les rois de l'hôpital. Et que par conséquent, ils tiennent les gens là, sous cloche, souvent 24 heures, 48 heures. Moi, dans ma propre famille, quelqu'un se casse le nez, véritablement. J'appelle le Torino, il me dit que tiens, amène ta tante tout de suite, on s'en occupe. Par malheur, elle passe par les urgences. L'urgentiste, il n'y a pas question, nous allons la garder. Écoutez, le Torino l'attend, il va réparer ça. Ah non, non. Bon, allez, je signe sa sortie et moi je l'emmène. Bon. J'ai eu la même chose pour une jeune fille qui arrivait avec une pneumonie de ma famille aussi. Pareil, alors là, je n'ai pas pu la sortir. Elle est restée 48 heures alors que mon ami, le pneumologue du service, l'attendait. Donc là aussi, il y a une mauvaise organisation de l'hôpital parce qu'il y a des espèces de luttes internes où chacun veut le pouvoir. Alors évidemment, plus vous avez de monde aux urgences, plus vous en gardez, les urgentistes, il lui faut le monde, il lui faut les locaux, etc. etc. Ça commence à être connu, ça, dans l'hôpital. Et les gens vont peut-être réagir. Et puis ensuite, c'est vrai, peut-être que cette organisation, et cette mauvaise organisation est due au fait que, paradoxalement, nous avons trop de règlements et que les médecins ne sont pas libres. Moi, je me souviens de mon patron chef de service, c'était le directeur. Il y avait un directeur et un économe, c'est tout, 3 ou 4 personnes. Venez le voir dans son bureau. Là, vous êtes convoqué. Attendez, vous êtes convoqué quand même. Quand vous demandez, vous avez la secrétaire de la secrétaire de la secrétaire qui vous dit on n'a pas le temps, rappelez, on rappelle pendant 8 jours, il n'y a personne. Bon, s'ils ont un infarctus, alors eux veulent le soigner tout de suite. Donc, il y a quelque chose, il y a un malaise là quand même. Il y a un malaise et du fait que je crois que dans un hôpital, les gens qui devraient commander, si j'ose dire, organiser, ce sont les médecins.
J'aime beaucoup les directeurs, il y a des gens remarquables, il y a des gens compréhensifs, mais il y a une série de loustiques. Moi, je me souviens, un jour, il est arrivé un directeur des finances, et il a commencé à me parler comme ça. J'ai dit, écoutez, mon petit gars, sortez, hein, parce que moi, ça fait 50 ans que je suis ici, on ne m'a jamais parlé comme ça. Alors, quand vous serez poli, vous reviendrez. Bon, alors effectivement, je pense que vous avez fait un tableau extrêmement complet des troubles de l'hôpital. Une bonne partie de ces troubles sont parfaitement guérissables. Ah, bien sûr. Mais une autre partie va demander probablement une forme de révolution. C'est la révolution que la France doit faire contre une suradministration d'un certain nombre de secteurs. Il semble que le président de la République en ait pris conscience, mais les mesures qu'il annonce, c'est mon opinion personnelle, ne semblent pas à la hauteur du mal. Ça, nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, il est certain que l'outil extraordinaire qu'est à la fois l'hôpital, avec tous ses équipements, et l'outil humain que représentent tout de même des professionnels qui ont fait 10 ans, 15 ans d'études et qui ont souvent autant et davantage d'années d'expérience, c'est un outil qu'on ne devrait pas laisser gâcher. Et en même temps, on s'aperçoit que ces campagnes permanentes contre la médecine et les médecins ont fait que, par exemple, dans la discipline qui est la vôtre, la chirurgie, la moyenne d'âge est de plus de 55 ans. Ce qui veut dire que, vous vous souvenez sans doute qu'avec le Collège des chirurgiens, nous faisions une campagne « Par qui serez-vous opéré demain ?» Eh bien voilà, demain on va pouvoir se poser la question, vous serez opéré par des gens qui n'auront évidemment pas l'expérience nécessaire, parce que je n'ai rien contre les chirurgiens étrangers, bien évidemment. Mais pourquoi empêcher des jeunes gens de devenir de grands chirurgiens français? Et c'est précisément ce à quoi nous sommes arrivés. Alors, autre question. Elle a trait cette fois-ci au caractère effectivement contentieux de beaucoup d'activités, mais est-ce que la médiatisation extrême qui a été faite, parfois dans des conditions intelligentes d'ailleurs, de la part de la presse ou de certains livres, n'est pas à l'origine également de cet esprit contentieux? Parce qu'on vous disiez tout à l'heure, on vous explique, écoutez, vous devez me guérir, vous êtes une sorte de garagiste en fait, bon, vous savez comment marche une voiture, ben voilà, guérissez-nous, et sinon vous aurez un procès. Alors, est-ce qu'au fond, le médecin n'avait pas un peu raison quand il se gardait d'en dire trop à une certaine période? Oui, ça c'est tout à fait important et caractéristique ce que vous dites. Car nous avions été élevés, notre génération, dans, je ne dirais pas le secret médical, mais dans la discrétion médicale. On ne devait pas parler de ça, on ne devait surtout pas, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de médiatisation à l'époque, des choses, mais enfin, on ne devait pas aller à la radio, ni des choses comme ça. Et puis, on a eu des grands patrons, Jean Bernard, Hamburger, etc., qui nous ont dit, vous savez, on ne pourra pas rester comme ça, parce qu'on nous accusera à ce moment-là d'être des gens qui ne veulent rien dire, qui veulent garder une sorte de secret pour pouvoir dominer les gens, etc. Et au contraire, il faut qu'on explique ça. Parce que si nous ne le faisons pas, nous, ce sera d'autres personnes qui le font, et pas forcément des médecins, et donc ce sera peut-être pas bien. Et rappelez-vous, ces gens-là, le professeur Hamburger, le professeur Jean Bernard et d'autres, ont à ce moment-là parlé, fait des explications, des interviews qui ont permis déjà au public de comprendre un certain nombre de choses. Et c'était important parce qu'il y avait d'énormes découvertes aussi qui se faisaient, et c'était bien. Et ils nous ont encouragés à faire ça. Alors, le problème, c'est que maintenant, bien sûr, je crois que l'information est absolument nécessaire. Il faut qu'elle soit bonne, elle n'est pas toujours. Et il faut aussi que d'un autre côté, c'est comme moi, si je lis quelque chose qui n'est pas de ma partie dans une chose, pas que je m'imagine que j'ai tout compris et que s'il y a des problèmes dans cette discipline, je vais les résoudre en faisant ça. C'est sûr, moi, c'est pas parce que je lirai des choses sur mon auto, comme vous avez dit, que je suis entré chez le garagiste. Vous allez me faire ça. Donc c'est sûr. Puis attention, il y a autre chose qui se passe, c'est qu'il y a une utilisation politique aussi parfois de ça. Mon collègue Pelou, alors en est l'exemple le plus caractéristique. Vous comprenez ? Ce n'est pas il ne fait pas des choses comme ça uniquement pour les médecins, il le fait dans un but politique très net. Sa médiatisation donc obéit à d'autres règles, à des règles supplémentaires Bien par sûr. rapport à l'information simplement des patients. Bien sûr, donc
ça, c'est une tendance qui va certainement se faire, et c'est dommage, parce qu'il faut qu'on reste purement dans notre rôle professionnel. C'est d'ailleurs une tendance assez générale dans les professions, parce qu'il y a un certain nombre de magistrats qui utilisent également leurs fonctions à des fins d'assouvissement de leurs propres idées politiques, et tout ceci est quand même assez dangereux, parce que c'est une forme d'instrumentation et qui va à l'encontre de ce que nous appelons la déontologie. Je ne vais pas dire le mot, mais c'est une manipulation de l'opinion. Voilà, exactement. C'est quand même très dangereux. Et à terme, ça risque de produire des effets délétères, parce que le grand problème des élites, car il y a des élites, qu'on le veuille ou non, je ne dis pas qu'il y a des élites de naissance, il y a des élites qui arrivent à faire la preuve qu'elles font partie d'une élite. Ces élites aujourd'hui semblent avoir perdu la confiance des Français. Et ça, c'est un problème extrêmement dangereux, extrêmement même redoutable pour l'équilibre du corps social, parce que ça marche quand même sur la confiance. On a confiance dans son voisin s'il se conduit bien, on a confiance bien entendu dans son supérieur s'il conduit bien à l'affaire, on a confiance dans son médecin, etc. Et nous ne sommes plus, d'ailleurs je crois que c'est un homme politique qui a relancé l'idée de la société de confiance, Édouard Balladur. Je crois qu'il avait dit, même je ne suis pas sûr qu'il y ait tellement contribué par ailleurs, mais enfin c'est un autre problème. Dans notre domaine, les gens n'ont plus confiance dans la science. Voilà. À la fin du 19e, c'était grand espoir, maintenant c'est la crainte. Alors, c'est précisément sur cet aspect que nous allons marquer une brève pause technique, car il nous faut, bien entendu, partager notre émission en deux parties, mais nous en prenons tout de suite le cours. A tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons donc le cours de notre entretien avec le professeur Christian Cabrol, qui est l'invité de cette émission, et avec qui nous avons, au cours de la première partie, largement évoqué les problèmes de la médecine contemporaine, de l'hôpital, de son évolution et de ses graves difficultés actuelles, qui ne sont d'ailleurs qu'évoquées dans l'entretien que nous avons eu jusqu'à présent, car nous pourrions en parler pendant des heures, tant les problèmes sont nombreux. Mais j'aimerais, avec vous, professeur Cabrol, évoquer un autre aspect de votre activité, qui est l'aspect le plus connu, mais pour essayer de l'apprécier à la lumière de la situation actuelle. Vous avez fait la première greffe du cœur en Europe, et en la faisant, vous avez d'une certaine manière rompu un certain nombre de préjugés, bien entendu, et aussi d'obstacles qu'on vous aurait certainement opposés. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous étiez dans la même situation, c'est-à-dire s'il y avait une étape décisive à franchir, vous pourriez vous libérer, comme vous l'avez fait, d'un certain nombre d'obstacles, en particulier de celui que vous avez opposé votre chef de service, dont vous avez opportunément profité d'une absence momentanée pour faire une greffe sur laquelle il n'aurait peut-être pas été d'accord. Bref, est-ce qu'aujourd'hui, une aventure comme la vôtre, car c'était vraiment une aventure, pourrait se produire? Oh non, certainement pas. Et non seulement dans le cas particulier que vous évoquez, mais en général. La créativité médicale, le risque qui permet de sauver des gens, évidemment au prix parfois d'une certaine improvisation, ne peut plus exister. Ça n'a pas commencé chez nous d'ailleurs. Moi, mes collègues américains me l'ont dit à l'époque où chez eux ils ont eu la Food and Drug Administration qui a été aussi quelque chose de chape de plomb sur leur créativité. Mais c'est fini, c'est plus nous qui trouverons, c'est vous tant qu'on vous laissera encore Non, c'est plus possible. Je vous disais qu'autrefois nous étions dans un hôpital avec un minimum d'administrateurs qui étaient très respectueux de nous et qui comprenaient la nécessité de l'inventivité, de la créativité. Je me souviens que cette fameuse greffe du cœur, j'étais avec mon ami Gérard Guéredon, qui était mon adjoint à l'époque, et je lui avais dit: tu préviens l'administration, demande-leur l'autorisation. On va aller voir le directeur. Le directeur a dit à mon ami Gérard: me demande l'autorisation. Pourquoi aujourd'hui, alors que jusqu'à maintenant, vous avez de toute façon rien à nous demander? Effectivement, on avait fait des tas de choses sans lui demander. Je me souviens des choses héroïques. À l'époque, on froidissait les gens pour les opérer en arrêtant le cœur pendant 8 minutes. On avait trouvé une baignoire dans laquelle on plongeait les malades dans l'eau glacée. C'était extraordinaire. Mais tout cela en parfaite liberté. Et ça, je crois que maintenant, c'est impossible. D'abord, l'administration hospitalière aurait peur et ouvrirait le parapluie. Et puis,
Les gens ont peur, c'est le principe de précaution, le stupide principe de précaution, et les gens ont peur, ils ne se rendent pas compte que tout soin médical comporte un risque. S'il est efficace, comme disait quelqu'un, s'il n'est pas efficace, heureusement, il ne servira à rien, ni en plus ni en moins. Mais s'il est efficace, il a toujours des inconvénients, donc il faut choisir quelque chose qui soit, dont les inconvénients soient moins graves que la maladie. Mon ami Gérard Guiraudot, qui était un humoriste extraordinaire, disait « La médecine, c'est changer une maladie grave en maladie moins grave. » C'était déjà un programme modeste, mais ô combien audacieux, surtout quand il s'appliquait à la greffe du cœur. Alors, autre reproche que l'on fait aujourd'hui aux médecins, et les médecins eux-mêmes se le font parfois, ils ne sont plus vraiment des cliniciens. Or, nous savons tous que la médecine dispose maintenant d'analyses biologiques, d'analyses radiologiques extraordinaires, de moyens exploratoires, tout ce que l'on veut, mais au fond, le médecin qui touche son malade, celui qui, par la force et par la tactilité de, si j'ose ce néologisme, de ses mains, obtenait des renseignements qu'on ne pouvait pas avoir autrement à l'époque, est-ce que ce médecin-là pourra un jour revivre, car il serait bien utile. On parle beaucoup de faire des économies, mais après tout, sans prendre de risques, parfois, un bon diagnostic vaut mieux que 10 analyses. C'est très, très vrai tout ça. D'autant plus que, je me souviens, autrefois quand j'entendais parler de gens, ou dans ma famille, quand quelqu'un allait voir un médecin, quand il était content, qu'est-ce qu'il disait? Il m'a bien examiné. C'était le test, ça. Et ça n'avait non seulement l'intérêt de recueillir des symptômes et d'arriver à un diagnostic, mais c'était une sorte de complicité avec quelqu'un. Quand on examine quelqu'un, ça veut dire qu'il se laisse examiner. Déjà, c'est une marque de confiance prodigieuse qui fait que ça a été toujours quelque chose qui nous a, quand on commence la médecine, ça nous a bouleversé de voir quelqu'un se livrer comme ça et nous raconter des choses intimes qu'il n'aurait jamais racontées à personne. Donc ça, c'était une sorte de confiance tout de suite qu'il faisait. Quand on vous met dans un appareil, ça n'a plus rien à voir, quoi. Et effectivement, on obtient des renseignements. Je lisais dans un quotidien médical un jour on avait pour telle maladie, je ne sais pas quoi, tel examen, scanner ou autre chose comme ça, faisait beaucoup mieux que l'examen clinique. Non, on peut dire qu'apporte certains renseignements peut-être qu'on ne peut pas avoir autrement, mais faisait pas mieux parce que l'examen clinique était autre chose que de recueillir des symptômes. C'était un échange extraordinaire et formidable. Premièrement. Deuxièmement, c'est vrai qu'on devient esclave de nos appareils. C'est comme maintenant quand il y a une panne d'électricité, on ne sait plus vivre. Il y a que les vieux paysans, s'il y en a encore quelques-uns, qui disent « Oh ben on prend la lampe à pétrole ou les bougies », tandis qu'autrement, le téléphone ne marche plus, rien. Moi je me souviens qu'il y a une panne d'électricité en Corrèze en Lozère avec ma femme, qui est une acharnée du téléphone. Et alors là, elle était paniquée, on n'a pas eu de téléphone pendant 3 jours. Bon. Ça, c'est dramatique aussi, parce que si on se retrouve dans des conditions difficiles, Dieu sait si ça peut arriver, hein, avec des gens qui ont parlé de la guerre, c'est pas si lointain. C'est gentil. Eh bien, on peut manquer brutalement de choses. Et en cas de conflit, eh bien, quand on est même dans une armée bien équipée, il faut qu'il y ait des gens qui puissent se débrouiller avec rien. Ils reconnaissent des maladies, des symptômes avec rien. Donc, une nécessité. Troisièmement, évidemment, sur le plan financier, alors ça, c'est sûr que c'est dramatique, parce que pour être tranquille, ça rejoint encore aussi le désir du médecin de ne pas être attaqué sur le fait qu'il n'a pas tout. Il manque tous les examens possibles. Ça coûte énormément cher, alors qu'un examen bien conduit, quand je pense à nos patrons qui n'avaient rien et qui disaient, c'est là, je me souviens, M. Garcin, qui était un neurologue, j'étais encore tout stagiaire, j'allais le voir, il passait 1 heure à examiner quelqu'un et il disait, la lésion est là. C'était absolument prodigieux. Bon, ça c'est. Alors bien sûr, maintenant on fait un scanner, on fait je ne sais pas quoi, c'est fait 5 minutes, et c'est vrai, et c'est peut-être plus précis. Mais non,
l'examen clinique n'est pas remplacé par aucune des explorations modernes, et ce serait un drame de la négliger. On va certainement y revenir pour ces trois raisons principales. D'abord parce que ça coûtera moins cher, d'autre part parce qu'on ne sait jamais, il faut que les médecins sachent se débrouiller sans rien, et puis troisièmement aussi parce qu'il faut rétablir ce lien tout à fait personnel qu'est l'examen de quelqu'un. Alors, un autre sujet à la mode, qui a été d'ailleurs évoqué par M. Sarkozy lors de son intervention devant les journalistes sociaux il y a quelques jours, consiste à dire que les médecins français prescrivent trop. Et il donnait l'exemple des médecins néerlandais, je crois, qui font des prescriptions de moindre importance et de moindre fréquence. Ils prescrivent, paraît-il, je crois 40% de leurs ordonnances sont accompagnées de leurs consultations sont accompagnées d'ordonnances, de prescriptions, alors qu'en France, il semblerait qu'on en soit à 80 ou 90%. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un abus de la part des médecins en termes de médicaments, de prescription de médicaments, ou est-ce que finalement, par les médicaments, ils ne soignent pas quelque chose qui s'appelle l'angoisse? Car au fond, on voit souvent des patients mécontents d'avoir pas une assez grande ordonnance et se dire mais on ne m'a pas pris au sérieux et moi je suis réellement malade. C'est sûr. Je dirais qu'on a une prescription médicamenteuse ou autrement latine. J'ai des amis qui, par leur métier, ont été amenés à vivre certaines années ici et là et là et là, après avoir vécu en France, en particulier pour leurs enfants, les angines, etc. Et je me souviens des amis comme ça qui étaient, je ne sais plus où d'ailleurs, peut-être en Allemagne ou en Suède, et le médecin leur a dit, il a une angine, très bien, on va faire un prélèvement de gorge, et puis on verra. Vous ne donnez rien? Non, rien du tout. Ça ne sert à rien tant qu'on n'aura pas le microbe, si c'est un virus, d'ailleurs on n'y pourra rien, etc. On ne fera jamais ça chez nous, c'est sûr, parce que d'abord, comme vous dites, les parents seraient d'une angoisse folle en disant il n'a rien fait, il s'en fiche, etc. Donc on a une espèce de médecine, une prescription compassionnelle, c'est sûr. Et est-ce qu'elle est un peu exagérée? C'est vrai, mais c'est comme ça qu'on soigne chez nous, c'est comme ça qu'on a encore été appris. Puis on n'a pas, notre population n'a pas la mentalité anglo-saxonne, par exemple, où ils acceptent ça. Nous, il faut que, c'est ce qu'on disait il y a un instant, quand on soigne quelqu'un, c'est pas simplement une prestation de service, on entre dans sa vie personnelle, sa vie privée, on est là pour calmer ses douleurs, ses problèmes et son angoisse, c'est sûr. Donc c'est peut-être un défaut, mais c'est une caractéristique de notre médecine nationale et c'est pour ça qu'elle est très aimée par tous les gens qui viennent se soigner en France. Je n'ai pas vu le dernier film dont on parle là, qui dit qu'il n'y a qu'en France qu'on est bien soigné, mais je comprends très bien aux États-Unis. Monsieur Michael Moore n'est pas l'exemple même de l'équité. C'est sûr. Mais j'ai vécu un an aux États-Unis, je vois très bien comment ça se passait. Il y avait le top de la médecine mondiale à l'époque, encore maintenant, mais la différence était énorme. Or, beaucoup de gens dans la population n'étaient pas bien soignés, ni surtout bien, confortés de ce côté-là. Moi, je me souviens des annonces, vous avez un cancer, vous avez tel truc, etc. Boum, comme ça. Je ne dirais pas qu'ils étaient habitués à ça, mais ils avaient une espèce de sang-froid anglo-saxon. Une certaine dureté que on n'a pas j'ai l'impression. C'est pas possible. Alors, autre problème, on passe son temps, quand on est un homme politique, à appeler les Français, l'ensemble des Français, à la responsabilisation. Or, il y a une mesure, et vous le savez très bien, puisque vous avez suivi de près nos travaux, qui est la fin du monopole de la sécurité sociale et qui apportera cette responsabilisation. Elle est inscrite dans les lois de la République, il suffit de l'appliquer, mais comment voulez-vous être responsable de la dépense, par exemple, si vous n'avez pas le sentiment que vous payez quelque chose? D'ailleurs, vous payez, bien entendu. Il y a des gens qui ne payent pas, mais beaucoup de gens payent et payent même beaucoup. Les impôts sont lourds. Les impôts, les cotisations sociales sont très lourdes. Donc, je pense que ça encore, ça fait partie de ces vœux pieux qui consistent à vouloir responsabiliser les gens contre eux-mêmes. Les gens ont l'impression, que ça ne leur coûte rien, et donc, et en outre, qu'ils ont des droits de tirage infinis sur toutes les prestations médicales. Donc, tant qu'on n'aura pas, me semble-t-il, fait comprendre aux gens que c'est leur argent et que cet argent mérite d'être ménagé, parce qu'après tout, l'argent n'est jamais infini,
je crois qu'on n'y arrivera pas. Est-ce que certains nous disent, oui, mais vous voulez introduire une médecine à plusieurs vitesses? Non, pas du tout. Ça me paraît une médecine équitable, et s'il y a des gens qui ne peuvent pas se la payer, ben c'est normal qu'on la leur offre. Ben, vous dites sur les paroles de bon sens, mais c'est très difficile à faire passer ça vis-à-vis du public. D'abord parce que nous avons habitué notre population à l'assistance. Ça, alors, c'est absolument dramatique. Et en plus, non seulement on l'a habitué à ça, mais on lui a dit que c'était le meilleur système au monde. C'est-à-dire que voilà, vous avez le droit à la santé, pas aux soins, le droit à la santé, et par conséquent, vous pouvez exiger n'importe quoi, et nous, on va vous le donner gratuit sans que ça ne coûte rien. Alors ça, c'est un principe terrible. Et pour arriver à modifier l'état d'esprit des gens là-dedans, moi je vois ma propre fille, elle hurlerait si je lui disais ça. Elle me dirait, mais pas du tout, tu n'as aucune compassion pour les gens. On vient au contraire de penser combien de médecins français est prêt au contraire à aider, soulager les gens. Ça c'est la première chose qui sera extrêmement difficile, c'est changer l'opinion des gens. Et deuxièmement, on va vous dire, comme vous l'avez très justement dit tout de suite, ah ben voilà, il n'y a que ceux qui auront des sous qui pourront se faire soigner, parce qu'eux, ils pourront exiger n'importe quoi. Pas tout, ils pourront peut-être exiger n'importe quoi si c'est eux qui payent. Qu'est-ce que ça veut bien nous faire, hein? S'ils veulent, c'est tout le monde a droit. C'est celui qui se contente de ça, d'une Zara, et l'autre qui veut une Porsche, bah, s'il a des sous, il la paye sa Porsche, puis c'est tout. Il n'ira pas beaucoup plus vite sur l'autoroute, enfin, ça sera comme ça. Mais effectivement, on est dans une situation en réalité de sous-information, ou même de désinformation, car, et là je dirais très franchement, j'ai beaucoup d'amis journalistes, mais je leur dis très franchement, ils ne font pas leur travail. Je ne demande pas à un journaliste d'être obligatoirement de mon avis. Ce serait, j'aimerais bien, mais bon, je plaisante bien sûr. Mais en revanche, pourquoi faut-il que les journalistes gobent, ou en tout cas fassent semblant de gober toutes les stupidités qu'on peut entendre ici ou là, et qu'ils répercutent religieusement? C'est très dangereux, parce que d'abord c'est faux. La plupart de ces stupidités par définition sont fausses, et deuxièmement parce que le public ne peut pas progresser. Imaginez un instituteur qui n'apprenne à un jeune élève qu'à faire des fautes. Je leur dirais, mais ce type est un fou, c'est pas possible. Ben voilà, nos journalistes, très souvent, alors qu'il y en a d'excellents, c'est pas du tout leur qualité professionnelle que je mets en cause, je mets en cause leur souci d'information honnête et juste, et souvent ils font passer cette information derrière des considérations ou politiques ou d'opportunités, disons. Ah ouais, ces trois êtres que vous menez, c'est ce que j'admire le plus dans votre action. C'est fantastique. Parce que là, vous êtes sur un fait concret, simple, où tout a été finalement bien réglé et tout, et vous avez là contre vous une opposition mensongère, parce que, pourquoi? Parce que les gens ont peur de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire ils ont peur de réaction de l'opinion publique disant, nous devons être assistés, et deux, ce sera la médecine des risques. C'est ça qui est dramatique. Je pense que s'il y avait quand même des politiques qui ont le courage, il y en a un qu'on a élu président de la République, qu'on dit qu'il a le courage de dire les paroles de bon sens. Alors, à un moment donné, il faudrait qu'il le dise, ça. Parce que sans ça, si quelqu'un qui a vraiment envie de dire les choses vraies, elle ne le fait pas, alors là, on n'y arrivera jamais. Alors vous pouvez, par l'intermédiaire de cette télévision, lui lancer un appel, ce que vous venez de faire d'ailleurs. Il avait d'ailleurs écrit une lettre en 2002, alors qu'il était député, mais enfin, il dit qu'il faut appliquer les directives européennes. Je suis un peu inquiet, car son allocution devant les journalistes de la presse sociale, il y a 2 jours, n'a pas été dans ce sens. Je crois qu'il a finalement pris l'opinion de ses services. Il reproche, paraît-il, si j'en crois Canard enchaîné, à Mme Bachelot, qui est notre ministre de la Santé, de ne pas avoir d'opinion, mais d'avoir celle de ses services. Eh bien, je lui adresse le même compliment en ayant lu intégralement son discours. J'en ai entendu une partie, mais je l'ai lu intégralement car je l'ai imprimé. Je m'aperçois que finalement, il a bien pris l'avis de ses services. Alors, je crois que c'est une grave erreur, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un homme qui est arrivé au pouvoir avec l'idée de dire la vérité. Bon, il a commencé de la dire d'ailleurs quand il disait nous ne pouvons plus financièrement poursuivre ce système. Alors prenons les mesures qui nous permettront de faire face à cette situation. Là, on est face au problème des politiques.
Puis, avec mon épouse, en face de quelqu'un, elle qui a vraiment, elle aussi d'ailleurs, qui a vraiment apprécié ce discours. Je vais enfin dire la vérité, des paroles de bon sens. Mais je lui ai dit, tu sais, une fois qu'on est en place, hein, c'est comme quand on dit si j'étais le directeur de ceci, je ferais cela, une fois qu'on est là, on se heurte à des tas de choses, et c'est pas toujours facile, parce que ça demande là vraiment une prise de risque considérable et un courage extraordinaire que parfois on ne prend pas. Ça c'est sûr. C'est ce que je m'ai toujours dit dès le départ. Et là aussi, j'étais très heureux. J'ai voté pour Nicolas Sarkozy parce que je pensais que quelqu'un qui enfin dira la vérité aux Français et fera des choses de bon sens, c'est ce qu'on avait besoin. Maintenant, je me dis, est-ce qu'il le fera? Est-ce qu'il pourra le faire? Je ne mets pas du tout en doute sa sincérité, mais est-ce qu'il pourra le faire? Car il faudrait remuer les montagnes pour arriver. Mais c'est ça, finalement, l'intérêt dans la vie, c'est remuer les montagnes. Et voilà, c'est ce que vous avez fait quand vous avez remué les montagnes qui s'opposaient à la greffe du cœur. Mais il fallait effectivement remuer les montagnes d'abord techniques, des montagnes administratives, des montagnes humaines. Mais là, dans le cas de la politique, ce qui est en cause, c'est presque toujours le poids des structures. C'est-à-dire que, bon, on l'a évoqué à propos de l'hôpital, mais on a exactement la même chose partout. La France est un pays qui est totalement entre les mains de son administration. Donc, un président de la République, et ce qui est grave, c'est que celui-ci est arrivé avec un programme qui était de bousculer tout cela. S'il ne le bouscule pas, et surtout sur des sujets qui sont vitaux, parce que ce dossier de la protection sociale, n'oublions pas que c'est quand même 500 milliards, c'est énorme. Essentiel. Et nous avons là la plus grande marge de manœuvre, la seule même. Parce que c'est un exemple extraordinaire. L'administration, l'État. L'État, c'est 300 milliards d'euros. Et c'est très difficile de changer l'État. La moitié des recettes et des dépenses de l'État va à la rémunération des fonctionnaires ou à leur retraite. Vous ne pouvez pas vous verser ça d'un jour au lendemain. Il faut des années et des années. Même on ne remplacerait pas tous les fonctionnaires. En revanche, sur la protection sociale, où il y a une masse d'argent distribuée, dont beaucoup de ces sommes pourraient être différemment utilisées, et en particulier si on les donnait à la liberté de chacun, eh bien là, il y a un extraordinaire vivier de progrès. Je regrette que jusqu'à présent, j'espère être démenti dans les prochaines semaines, mais jusqu'à présent, je constate que le président de la République n'a pas, je le dis encore une fois, jusqu'à présent, fait les choses nécessaires. Espérons que s'il regarde cette émission, il en prendra de la graine, étant entendu que nous sommes aussi la seule télévision, m'a dit un téléspectateur récemment, sur laquelle M. Sarkozy ne passe pas. Donc son omniprésence médiatique peut peut-être échapper, on peut y échapper éventuellement en regardant Reichmann TV. Alors, nous approchons de la conclusion de cette émission. Vous avez fait de la politique d'une façon qu'on peut qualifier d'européenne. Voilà, c'est un petit peu ça, puisque vous avez été parlementaire européen, vous êtes évidemment intéressé au terrain en France, vous avez été un élu municipal, vous avez été conseiller de Paris, vous étiez en charge notamment d'un certain nombre de secteurs hospitaliers. Est-ce que ça n'est pas un peu décevant, finalement, cette expérience politique? Bon, certes, vous avez rendu des services, vous avez fait progresser certains dossiers, mais au fond, est-ce que le changement que vous espériez, que vous avez essayé de promouvoir s'est fait, on a l'impression que pas tellement? C'est-à-dire que dans presque 2/3 des jours de ma vie, je n'ai absolument pas considéré la politique comme nécessaire à mon activité professionnelle. Ça me paraissait tout à fait à côté. D'abord parce que j'avais été terriblement déçu par la politique française jusqu'à l'arrivée du général de Gaulle, qui était vraiment quelque chose d'épouvantable, risible, comique, ces changements de ministère tous les 5 minutes. Ensuite, j'ai été rassuré par le général de Gaulle, surtout parce qu'évidemment, il a construit énormément d'hôpitaux à ce moment-là, donc je veux dire que notre profession en a bénéficié. Et puis après, ça se passait à peu près dans sa ligne, et par conséquent, je ne me faisais pas trop. Donc, il s'est trouvé que j'étais
amené à m'intéresser à la politique. Parce que quand j'ai voulu faire cet Institut du Cœur, qui me paraissait une chose purement professionnelle et purement dans le cadre de l'instance publique, non, le directeur général lui-même m'a dit, ah non, M. Cabral, vous n'y arriverez que si vous avez un appui politique important. Un appui politique important. Je me suis trouvé un jour à Matignon, très étonné d'avoir été reçu à Matignon, devant un grand monsieur, un peu plus grand que moi, c'est pas toujours très fréquent, et qui m'a dit, je suis Jacques Chirac, Premier ministre, que voulez-vous, monsieur le professeur? J'ai dit, je veux l'Institut du Cœur. Eh bien, il m'a expliqué moi, et il m'a dit, d'accord, je vous le donnerai si je suis président, puisque l'année prochaine, en 88, on va élire le président de la République. Et alors, je lui dis, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Il dit, oui, mais il faut qu'on m'aide. Alors, je dis, oui, il faut qu'il vous aide. Non, faut pas qu'il m'aide, il faut que vous m'aidiez. Moi, oui. Vous allez vous inscrire à mon comité de soutien. C'est pour ça que j'ai commencé à faire de la politique. Et je dois dire que j'ai été très surpris parce que il y a une espèce de camaraderie. Surtout que j'ai rentré dans le RPA où c'était le compagnon. Et ça, avec les militants, à la base, c'était prodigieux. Après, je me suis rendu compte que ce tutoiement à haut niveau et avec M. Juppé un jour, il me dit Christian, je serais content que vous veniez m'aider à une réunion politique parce que je parle des médecins. Alors, pour la soirée, on se tutoiera et on s'appellera par notre prénom. Il était clair au moins, lui. Je suis toujours après. Mais les autres, vous dites, il n'y avait pas de prénom, alors qu'ils s'en foutaient complètement. Et par conséquent, j'ai été après très déçu de ce milieu politique où il n'y a pas d'amitié, mais que des intérêts, et où malheureusement, l'intérêt public n'est pas toujours la première chose. Alors, j'ai eu la chance. Conseil municipal, à ce moment-là, c'est vrai, on m'a chargé, par exemple, de m'occuper de l'hygiène alimentaire, ça rentrait parfaitement dans ce que j'avais à faire, les cantines scolaires. Bon. Et puis, on m'a envoyé au Parlement européen. Ça, c'était une expérience extraordinaire. Parce que, d'abord, c'est extraordinaire, c'est vital pour l'avenir de notre pays, même aussi, et parce qu'on est libre. On appartient à un groupe politique plurinational. Donc, on avait des Grecs, des Portugais, des Italiens, etc. Deuxièmement, on n'a pas une discipline de vote comme à l'Assemblée, au Sénat, je crois. Et vous êtes libre et vous pouvez défendre vos opinions, d'autant plus que ce sont des sujets professionnels, puisque le parlementaire européen, il est là pour essayer, il ne faut pas dire unifier, il faut dire harmoniser les différentes possibilités médicales de tous les pays. Donc nous étions assez libres, et là je pense que j'ai été très heureux de faire ce travail, je me suis occupé des questions médicales, et je pense que le parlementaire européen peut faire beaucoup de travail. Malheureusement, les Français, le gouvernement français n'a peut-être pas saisi totalement l'importance du parlementaire européen. Espérons qu'il la saisira désormais. Ce sera donc notre conclusion. Merci, professeur Cabral, de nous avoir accordé ces précieux instants. Madame, mademoiselle, monsieur, j'espère que notre débat, notre discussion avec le professeur Cabral vous aura intéressé. J'espère vous retrouver prochainement, non pas sur nos lignes, mais sur notre télévision. Et en attendant, je vous souhaite de bien vous porter, ce qui est la moindre des choses quand on vient d'entendre un grand médecin, d'être heureux, ce qui est parfois plus difficile. Et je vous dis à tous à bientôt, et vive la France!